Donc, à nouveau, bienvenue dans le cadre de ce webinaire Relations ville-campagne, quel territoire à vivre, conçu et animé par Thierry Pacaud. Alors, Thierry Pacaud, vous le savez, est philosophe, essayiste, professeur émérite de l'Institut d'urbanisme de Paris, et évidemment l'auteur aussi d'une soixantaine d'ouvrages à propos de l'architecture, l'urbanisme, mais aussi la technique et les technologies. Avons de suite que sa pensée est à la fois complexe au sens des Garmorin, de fait interdisciplinaire, poétique et, rajoutons, avant-gardiste. Alors, avant de laisser la parole à Thierry Pacaud, deux informations, l'une à propos d'Ilo-Formation et la seconde concernant nos modes de communication. Ilo-Formation, vous le savez, a été créée à l'initiative de l'Ordre des architectes occitaniens en 2012. Notre raison d'être est bien évidemment de répondre à votre obligation de formation en vous proposant des formations de qualité, puisqu'elles sont toutes testées en amont, soit par des membres du CROA, soit par des adhérents. Vous le savez aussi, nous appartenons au réseau de la formation continue des architectes, qui est donc un réseau qui a été conçu par les ordres en région et aussi l'ordre national. Les membres du bureau sont toutes et tous architectes et nous les saluons si il me semble que quelques-uns parmi eux et quelques-unes s'étaient inscrits à la web conférence de Thierry Pacaud. Dernier point concernant peut-être nos modes de communication. Euh, Thierry Pacaud va donc intervenir durant 50 minutes à 1 heure, voilà, en fonction du déroulé. Mais Thierry Pacaud ne répondra qu'à la fin de son intervention à vos questions. Et ces questions, vous les posez dans l'onglet Q&R que vous avez déjà utilisé. Thierry Pacaud, moi j'ai terminé. Si vous êtes prêt, la parole est à vous. Bon, bah, très bien. Bah, merci beaucoup, Gaël, de m'avoir invité à faire cette conférence. Je ne toucherai pas aux boutons qui sont en bas parce que ça m'avait fait disparaître de l'écran. Donc, pour les questions, ben, elles seront posées peut-être oralement par les intervenants. Ce sera peut-être plus simple. Voilà. Donc, le relation ville-campagne, quel territoire à vivre, c'est le titre qui m'a été suggéré par Gaël. Et donc, ça m'a permis de préparer cette intervention spécifique pour ce soir, en essayant de, de coller au plus près d'un certain nombre de thématiques qui sont évidemment celles qui nous préoccupent aujourd'hui. Mais il est pour moi indispensable de faire un petit détour historique et même de faire un détour historique et théorique sur justement ces notions de ville, de campagne et de territoire. Alors, c'est excessivement difficile, évidemment, de parler devant un écran sans voir la réaction des spectateurs, je vais vous appeler comme ça. Et généralement, dans mes conférences, j'observe évidemment les réactions, les mimiques, les mouvements d'impatience, les, bon, et puis je me dis, bon, bah là, je vais réorienter un peu ma thématique selon ce que je perçois dans l'atmosphère de la réunion. Là, c'est pas possible, donc je vais vous imposer une conférence qui est la suivante. Pour commencer à réfléchir à ces relations entre ville et campagne, évidemment, il faut essayer de voir depuis quand il y a des campagnes et depuis quand il y a des villes, évidemment, et quel type de relations vont s'établir entre eux. Alors, généralement, on considère que la campagne n'est pas la nature ou l'environnement, la campagne est quelque chose qui est déjà cultivé. Et la mise en culture des terres, eh bien, correspond à ce qu'on appelle, ce que les préhistoriens et archéologues appellent le néolithique. C'est une notion qui est inventée en 1865 par John Lubbock, et il distingue le paléolithique du néolithique. Le paléolithique, c'est l'âge, la période des anciennes pierres, et paléolithique, c'est l'âge de la pierre nouvelle. Voilà, donc si on voulait traduire. Mais ça veut tout simplement dire que nous sommes dans une période où les chasseurs-cueilleurs et les éleveurs qui sont nomades vont
pour la plupart d'entre eux, se sédentariser. Et donc, généralement, on considère que la la sédentarité de cette population-là, est, conjointe à, la naissance de l'agriculture. L'agriculture, c'est la domestication de certaines plantes et de certains animaux. Alors, évidemment, à grands traits, et pour donner quelques dates et puis une géographie de cette période néolithique, je dirais qu'on on admet, on s'accorde, je mentionnerai les désaccords dans quelques minutes, mais on s'accorde pour l'instant à dire que le néolithique débute 9000 ans, il y a à peu près 9000 ans, c'est-à-dire 9000 ans moins 2025, vous voyez, bon, ça fait 7000 ans. Pour la France, ce serait plutôt 6000 ans. Bon, en gros, c'est dans les vallées fluviales, parce qu'il faut de l'eau et de l'irrigation pour avoir une agriculture, une domestication de ces premières plantes. Ce sont généralement, vous allez voir, des céréales et qui sont gourmands en eau. Et donc, du coup, ce sont les vallées fluviales qui vont être les premières à être cultivées au Proche-Orient d'abord. C'est les plus anciens sites archéologiques. Et là, on va cultiver du blé, de l'orge, des légumineuses. Et puis, au niveau de l'élevage, on va élever des moutons, des chèvres, des bœufs, des porcs et des chiens. Bon. Et puis, le deuxième endroit, c'est la Chine, qui a des fleuves absolument gigantesques, comme vous le savez. Et là, c'est plutôt le riz et le millet, et puis les poulets et les porcs aussi qui vont être élevés. Au Mexique, c'est à peu près 5 000 à 6 000 ans, jusqu'à 3 000 ans, eh bien, c'est les courges, l'avocat, les haricots, le maïs, le coton, le tabac, le piment. Et puis les animaux, ben, ce seront des canards et des dindes principalement. En Nouvelle-Guinée, c'est 5 000 ans à peu près, c'est les bananes, c'est le taro, l'igname et puis c'est le poulet et le porc. Dans les Andes, c'est, le haricot rouge, les pommes de terre, le maïs, le canard, le lama, l'alpaga et le cobaye. En Afrique, là, c'est le néolithique est beaucoup plus tardif, c'est vers -2000, -1000, avec, le riz, le sorgho, le haricot, le palmier et puis, les bœufs. Ensuite, il y a Madagascar et puis il y a le bassin du Mississippi. C'est la dernière période, le dernier endroit où le néolithique s'impose, heu, 2000 ans avant Jésus-Christ, avec, le plantain, avec, le tournesol et avec les courges. Voilà, donc ça, ce sont des données, qui sont, intéressantes parce qu'on voit que c'est un phénomène planétaire sans aucun rapport entre les différentes populations. Les populations du Mississippi ignorent ce qui se passe évidemment à Madagascar au même moment et ceux de Madagascar ignorent ce qui se passe, en Chine ou dans le Proche-Orient. Mais il va y avoir des similitudes, c'est-à-dire que cette domestication des plantes et des animaux dont on ignore vraiment pourquoi des humains, à un moment donné, chasseurs-cueilleurs, se mettent à s'installer, à se fixer à un seul et même endroit. Alors même ils vont perdre leur liberté d'action et puis ils vont entrer dans une nouvelle économie beaucoup plus exigeante en travail et en dépendance et même en subordination, comme je l'expliquerai un peu plus tard. Alors ça, c'est un schéma qui est un petit peu ébranlé par, de nouvelles recherches et en particulier celle de James Scott qui a publié, c'est un auteur américain qui a publié Homo domesticus il y a quelques années. Le livre a été traduit en français en 2019 aux éditions La Découverte. Et ce qui est intéressant, c'est que, il nous montre que les chasseurs-cueilleurs qui vont se sédentariser pour devenir des agriculteurs peuvent redevenir chasseurs-cueilleurs et cesser d'être agriculteurs. Alors, ça, c'est intéressant parce que du coup, ça montre que le schéma historique linéaire, chronologique, eh bien, n'est pas toujours aussi imposé que ça. Bien souvent, il y a des modifications qui vont s'effectuer. Et donc, la sédentarisation n'est pas quelque chose qui est lié à l'agriculture. Il peut y avoir une agriculture et un élevage, donc une domestication des animaux, qui soit itinérante, qui soit nomade. Néanmoins, la, la sédentarisation va s'accompagner
de l'irrigation, donc de systèmes assez sophistiqués, avec des travaux importants, avec, avec des quais, avec des moyens de bien canaliser les fleuves pour éviter dans leurs crues qu'ils viennent inonder des champs qu'on est en train de cultiver, etc. etc. Et puis, quelque chose qui n'était pas prévu par personne, c'est l'urbanisation. C'est-à-dire que les premières villes vont également apparaître dans les bassins fluviaux les plus importants, et on va considérer, les archéologues et puis les préhistoriens vont considérer que la révolution du néolithique va s'accompagner de la première révolution urbaine. C'est-à-dire qu'il y aura la création de quelque chose qui n'existe pas, qui s'appelle la ville, qui est tout à fait distincte de la campagne et de l'agriculture, et que ce n'est possible que parce que l'agriculture va produire certaines années plus que la consommation des agriculteurs, et donc ce surplus agricole va permettre d'être échangé dans des lieux qui vont être précisément ces villes, et qui va provoquer une nouvelle division du travail entre la ville et la campagne. Dans les villes, pour simplifier, il y aura des groupes sociaux qui n'existent pas dans aucune société rurale. Ce sont les prêtres, les marchands et les guerriers. Et pour que ces trois catégories sociales puissent vivre, eh bien, il faut qu'il y ait une richesse produite ailleurs. C'est la richesse, évidemment, liée à l'agriculture. Alors, je simplifie, bien sûr. Alors, il y a un très beau petit livre de Lewis Mumford qui s'appelle Histoire naturelle de l'urbanisation, que j'ai fait publier au PUF il y a 2 ans et que j'ai commenté. C'est un petit texte de 1955 qui a été publié aux États-Unis en 56. Et Lewis Mumford, d'une manière absolument magnifique, explique comment ce processus-là va s'imposer à l'échelle, là encore, planétaire. Si je dis ça, c'est parce que nous allons parler tout à l'heure de nos territoires à nous, ici en France ou en Europe. Mais on ne peut pas imaginer ces territoires si on n'a pas déjà une vision mondiale, qui n'est pas la mondialisation, comme je l'exposerai un peu plus tard. Donc je reviens d'urbanisation dans ses premières formes. Elle s'accompagne de trois éléments qu'il ne faut jamais oublier: l'écriture, la comptabilité et la fiscalité. C'est-à-dire des formes de gouvernement, d'administration ou d'État, appelez ça, ou de royaume, appelez ça comme vous voulez, qui n'existent pas dans les sociétés rurales, exclusivement rurales. Alors l'écriture, contrairement à ce que j'aurais aimé, n'a pas été inventée pour qu'on écrive des lettres d'amour ou des poèmes. Non, non, ça a été construit et inventé pour la comptabilité. Les premiers glossaires, les premiers dictionnaires sont ceux de termes techniques du commerce. Et donc l'urbanisation commence à se renforcer par les échanges entre les villes. Et ça, c'est un point très important. Les villes ne sont pas sont en concurrence entre elles, mais elles sont rivales, mais bien souvent, elles vont s'accorder. Et donc, on va avoir des échanges. Et pour qu'il y ait des échanges, il faut qu'il y ait des voies de circulation. Ces voies de circulation seront terrestres, fluviales ou maritimes. C'est pour ça que de nombreuses villes, parmi les plus anciennes, sont des ports, c'est-à-dire des lieux d'interconnexion entre des voies de communication qui permettent des échanges économiques. Et Hérodote, par exemple, enfin il y en a d'autres, quand il visite le site archéologique de Babylone, parce qu'il le visite bien après l'effondrement de cette civilisation, eh bien il s'aperçoit avec étonnement que beaucoup de matériaux de construction viennent de 800, 900, 1000 kilomètres de là. Et donc, avec quels moyens de transport? Pourquoi? Comment? Vous voyez, qui en faisait l'exportation? Qui l'acheminait? Qui savait aussi travailler ces matériaux qui venaient d'ailleurs? Donc, il ne faut pas avoir une vision locale du phénomène de l'urbanisation. Parce que bien souvent, on raconte l'histoire des villes, il y a énormément de monographies, vous en avez certainement chez vous dans vos bibliothèques, des monographies sur l'histoire de Paris, l'histoire de Tarbes, l'histoire de telle ville qui est proche de chez vous et qui vous tient au cœur. Et en fait, bon, oui, c'est une monographie, mais elle n'existe, cette ville, que parce qu'il y a d'autres villes qui elles-mêmes fonctionnent.
Donc, le néolithique, je vais pas m'étendre trop longtemps là-dessus, qui est une période absolument passionnante, c'est aussi celle, de la création de la vannerie, de la poterie et de la verrerie. Donc on voit que, pour qu'il y ait ces champs, pour qu'il y ait, cette, agriculture, il faut qu'il y ait aussi des lieux de stockage, donc des greniers. Il faut aussi qu'il y ait, des capacités à conserver ces aliments. Alors, le sel va jouer un rôle important, bien sûr, comme vous pouvez l'imaginer, mais aussi un certain nombre de récipients. Et pour qu'il y ait des récipients, il faut qu'on puisse les fabriquer, il faut donc tout un artisanat. Et ça, c'est quelque chose qui est assez connu. Quand on va dans un musée, généralement, on a toujours dans une vitrine, ce qui n'est pas très évocateur du reste, un débris d'une amphore, un débris d'un pichet ou d'un bol, et on dit, ben voilà, ça a 4000 ans et ça servait, c'était des restes de la poterie. Et bien souvent, ces récipients ne sont pas simplement utilitaires, ils ont aussi une dimension symbolique et religieuse. On les retrouve parfois dans les sépultures. Bon, donc là encore, on a en tête l'idée que que ces sociétés urbaines, parmi les premières, ont aussi tout un imaginaire et tout un système de représentation. Et donc ça, pour moi, évidemment, c'est totalement décisif. Alors cette urbanisation, je ne l'ai pas indiqué, date en gros, les archéologues s'accordent là-dessus aussi, 3500 ans avant notre ère, ce qui fait plus 2025, ce qui fait en gros 5000 ans. Donc dans l'histoire de l'humanité, c'est très court. Nous sommes dans quelque chose de très court qui est aujourd'hui massif. La Terre entière est urbanisée. 8 milliards d'urbains sur Terre. Je vais y revenir. Alors, donc, ce n'est pas rien. C'est que là, on a une rupture absolument incroyable. Et tout à l'heure, Gaël disait que, pour me présenter, que j'étais philosophe de l'urbain. Oui, parce qu'il se trouve que par les hasards de dénomination, je me suis retrouvé, après mes études de philosophie, dans une école d'architecture dont j'ignorais tout. Je ne savais même pas que ça existait. Et, et là, je me suis dit, ben, je ne peux pas je faisais un peu un cours de culture générale. Et puis je me suis dit, ben non, je vais essayer de voir comment la philosophie peut nous éclairer sur l'architecture et puis sur la typomorphologie des villes et puis sur les dynamiques urbaines, etc. Et là, j'étais excessivement déçu parce que j'étais confronté devant finalement un incroyable manque. Il n'y avait rien, enfin, ou très peu de choses parmi les philosophes qui nous permettaient de réfléchir à ce qu'était le pavillonnaire, à ce qu'était le centre commercial, le grand ensemble, etc. etc. Et donc, je m'y suis mis, et c'est pour ça que je me suis autoproclamé philosophe de l'urbain. Je signais tous mes papiers, mes livres, philosophe de l'urbain. Ça n'existe absolument pas. Du reste, la majorité des gens s'en foutent, mais ce n'est pas grave. Je voulais quand même essayer de voir comment la philosophie pouvait rendre intelligible ce qui constituait à mes yeux notre nature, d'une certaine manière. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde urbain. Je vais y revenir assez longuement par la suite, mais là, je reste à cette première étape, du néolithique. Pour qu'il y ait les premières formes de ville, il y a aussi toute une culture qui va avec. C'est évidemment ça que je voulais souligner. Alors, il y a aussi des villages, bien sûr, mais là encore, la taille des villages et des villes, pour autant qu'on puisse l'établir avec précision, est assez modeste. Il n'y a pas de grandes villes de 1 million d'habitants, même quand on parle de Jéricho, de Babylone, vous voyez, on prend des grandes villes comme ça, on arrive à des pour les plus importantes, à un moment donné de leur histoire, c'est 30 000, 40 000 habitants. On le sait par les découvertes, encore une fois, des archéologues, en particulier des cimetières, parce que ça permet de mesurer le nombre des morts et de là, évidemment, imaginer le nombre des vivants. Donc, pour qu'il y ait ces villes, dans ces campagnes, je vais évidemment établir un lien entre les deux d'ici peu, il faut qu'il y ait des routes, il faut qu'il y ait une circulation de l'eau et il faut qu'il y ait une construction, évidemment, d'habitats. Et bien souvent, cela entraîne une déforestation assez importante que, là encore, les archéologues réussissent à cartographier et à analyser.
Alors, j'avais je m'étais dit: «Je vais poursuivre un peu l'historique, mais ce sera assez fastidieux pour nous tous», donc je vais sauter du néolithique à la période, qu'on appelle le productivisme. Mais avant, je vais mentionner un livre important de 2 auteurs, qui sont, vous allez voir évidemment, très, très connus ou qui ont été très, très connus, puisqu'il s'agit de Marx et Engels. Donc, 2 amis qui vont, rédiger ensemble un énorme livre absolument passionnant, et je me suis replongé dedans pour préparer cette intervention, et j'avais oublié évidemment à quel point il était, très bien écrit d'abord, et d'autre part excessivement documenté. C'est un livre qui est rédigé en 1845-1846, mais qui ne sera publié qu'en 1932. Donc c'est une œuvre de Marx et Engels, mais les contemporains de Marx et Engels ne savaient pas qu'ils avaient écrit l'idéologie allemande, puisque c'est le titre de cet ouvrage. Et dans cet ouvrage, l'idéologie allemande, eh bien, Marx et Engels, qui font une sorte d'histoire du monde, disent que la première grande division du travail est la division entre ville et campagne. Après, évidemment, quand ils travailleront sur la société, ils mentionneront une autre division du travail qui est entre les hommes et les femmes. Et puis, lorsqu'ils vont pénétrer dans les ateliers, et dans les usines et dans les manufactures, ils découvriront une autre division du travail, la division technique du travail. Mais pour eux, la première division du travail est une division géographique, mais pas seulement, entre les villes et les campagnes. Et ils considèrent qu'il y a là une sorte de subordination, à un moment donné de l'histoire, des campagnes par les villes, c'est le néolithique, mais par exemple, ils considèrent qu'après la chute de l'Empire romain et les premiers balbutiements du féodalisme en Europe, eh bien, ce sont les campagnes qui se subordonnent les villes. Et il faudra la seconde révolution urbaine, celle du Xe, XIe siècle, pour inverser la vapeur, d'une certaine manière. Donc ce processus-là est très intéressant. Du reste, dans la langue, nous retrouvons des choses de cette nature. Par exemple, le mot français de ville vient du latin villa, qui désigne un domaine agricole. Et le mot apparaît précisément au VIe, VIIe siècle. Donc on voit bien qu'à un moment où c'est le domaine agricole qui l'emporte sur les configurations urbaines, eh bien, ça donne son nom. De la même manière, du reste, que banlieue est un terme francique, c'est-à-dire de la langue germanique que parlait Charlemagne, qui désigne, c'est un terme juridique, qui désigne le lieu le plus protégé par la loi du seigneur ou la loi de l'évêque. Donc, l'endroit le plus sûr, c'est la banlieue. Et puis, vous voyez, l'histoire des termes, c'est intéressant, c'est qu'au XXe siècle finissant, donc il y a quelques décennies, le mot banlieue en français désignait des zones de non-droit, c'est-à-dire l'inverse de la signification étymologique du mot lui-même. Évidemment, je ne rentre pas dans le détail de Marx Engels parce qu'il faut une analyse, je vous le disais, très documentée. Ils essaient d'expliquer comment la propriété privée, féodale, va évidemment modifier les termes de la relation entre les villes et les campagnes. Et puis, euh, il y a évidemment un phénomène important, je disais tout à l'heure, de ces trois classes sociales, je vais prendre ça comme formule typiquement urbaine, les prêtres, les marchands et les guerriers. Eh bien, c'est le schéma trifonctionnel que Dumézil, entre autres, mais aussi Georges Duby, par la suite, vont reprendre. C'est-à-dire qu'effectivement, ils vont essayer d'expliquer que c'est ce schéma-là, cette espèce de trinité des pouvoirs qui va s'imposer à l'ensemble de toutes les sociétés, et qui va aussi marquer profondément l'organisation de tout ce qui est extérieur à leurs prérogatives. C'est-à-dire que nous aurons toujours le même schéma trifonctionnel qui va, évidemment, dans des rapports qui vont être changeants, selon, à un moment donné, les guerriers l'emporteront sur les marchands et les marchands l'emporteront sur les religieux, et à d'autres moments, c'est les religieux qui l'emporteront sur les marchands. Par exemple, euh, Jacques Le Goff, un médiéviste remarquable, a écrit un très beau petit texte sur le temps de l'Église et le temps des marchands. Et il explique comment, à un moment donné,
c'est la conception temporelle des marchands qui va l'emporter sur le temps de la liturgie. Alors c'est très important parce qu'on va avoir une rivalité entre l'horloge du clocher et l'horloge du beffroi, et c'est celle du beffroi, avec son organisation temporaire, qui va l'emporter à un moment donné et qui va modifier évidemment la perception que chaque individu, des campagnes comme des villes, auront du temps. Alors ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Ça appartient à ce qu'on appelle depuis une cinquantaine d'années l'histoire des mentalités, mais qui pour moi est absolument décisive. Et je vous renvoie aussi à un autre livre d'Alain Corbin, par exemple. Alain Corbin a écrit La guerre des cloches. C'est un ouvrage justement sur l'opposition de la conception du temps rythmé par l'organisation de l'Église, et puis évidemment celle des marchands dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Ce qui me permet de mentionner à nouveau Lewis Mumford, qui dans un livre de 1934 qui s'appelle Technique et civilisation, expliquait, ce qui était assez audacieux et même assez culotté à l'époque, il expliquait que ce n'était pas la machine à vapeur qui était à l'origine de ce que les historiens appelaient la révolution industrielle, expression qu'on n'utilise plus du tout de nos jours, mais c'était l'horloge mécanique. Alors, vous voyez, ça c'est important, c'est que tout d'un coup, il dit la révolution industrielle, c'est pas la machine à vapeur fin du 18e, c'est l'horloge mécanique au 14e siècle. Et qui va diffuser l'horloge mécanique à peu près partout en Europe? Ce sont les cisterciens. Et les cisterciens, on en trouve en Hongrie et au Portugal. Et entre eux, évidemment, ces deux buts. Et donc, du coup, on a là quelque chose qui nous donne une autre géographie du progrès technique, un progrès technique qui ne peut pas exister tout seul s'il n'est pas, comment dirais-je, renforcé par une conception du monde. Et cette conception du monde, c'est la perception du temps. Le temps qui a une valeur. Eh bien, Marx et Engels ne parlent pas malheureusement du temps, mais ils parlent de la propriété du sol à l'époque de la féodalité. Et là encore, il y a une autre évolution culturelle importante, c'est que la terre, le terrain, le sol appartenait à Dieu et dorénavant appartient à des propriétaires privés. Ça peut être une guilde, ça peut être une association, ça peut être une chapelle, une paroisse, mais ça peut aussi être des individus. Donc nous avons, vous voyez, quelque chose qui est majeur et dans ma conclusion, je l'évoquerai assez longuement, pour nos territoires d'aujourd'hui en France, ce sont les temporalités et les territorialités, qui étaient auparavant du domaine de Dieu. Vous vous souvenez peut-être, pour ceux qui avaient un peu étudié Thomas d'Aquin, mais on le sait aussi pour l'islam de la même époque, en lisant le Coran, et en particulier la sourate à la vache, le temps appartient à Dieu et on ne peut pas s'enrichir sur le temps, ce qui fait que l'usure, le prêt-intérêt était prohibé, était interdit, ou réservé à des populations qui n'étaient pas chrétiennes, comme les Lombards ou comme les Juifs. Et donc eux, ils pouvaient être des banquiers ou des prêteurs ou des changeurs, mais les autres non. Donc on voit bien qu'il faut qu'il y ait une transformation de la structure de la pensée pour que des réalités juridiques comme la propriété privée ou techniques comme l'horloge mécanique ou la machine puissent se généraliser. Alors, je laisse ça de côté. Je voulais simplement mentionner quand même l'apport de Marx et Engels qui expliquait que, là je les cite, ce n'est pas la conscience qui détermine la vie, mais la vie qui détermine la conscience. Donc il faut bien partir des réalités qu'on peut observer, le moulin à vent, la charrue, etc. On part de réalités techniques ou pas techniques pour comprendre ensuite la manière dont la société se donne à voir et se représente. Et donc, le langage, pour Marx et Engels, tout un chapitre sur le langage, et pour eux la conscience réelle, réalisée. Donc, on voit bien que là aussi, la langue est quelque chose qui est constitutif d'un ensemble communautaire. Il n'y a pas de communauté sans une langue. Et donc, c'est pour ça que le mythe de Babel, qui est un mythe sur la ville, mais aussi un mythe sur la langue, est si important
dans notre culture à nous, occidentaux. Ça n'a pas le même sens, évidemment, dans d'autres cultures. En tous les cas, ce que Marx et Engels nous disent, c'est que la ville entretient avec les autres villes de très nombreuses relations et que ces relations-là vont transcender les relations que les villes entretiennent avec leur périphérie agricole. Et ils ont cette phrase: la localisation commence peu à peu à disparaître. Ça, je ne l'avais pas souligné dans mes, dans mes lectures estudiantines de Marx et Engels. Et là, en le relisant pour cette conférence, j'ai pointé cette notion-là parce que nous pensons, nous réfléchissons beaucoup, vous comme moi, au local par rapport au global, par rapport au mondial. Et là, tout d'un coup, il y a cette idée que la multiplication des échanges, c'est-à-dire des interdépendances entre des territoires, eh bien, sonne le glas de la localisation. Il faudra, je pense, qu'on y revienne. Alors, autre point quand même que je mentionne chez eux, et là c'est à discuter, bien évidemment, c'est que pour eux, les villes sont des lieux civilisationnels, en particulier les ports, parce que les ports est ouvert au monde et que si ça ouvre au monde, ben, ça ouvre normalement les esprits de ceux qui y habitent. Bon, c'est aller un peu vite en besogne, mais cette idée que les villes sont des lieux de la culture et de la civilisation, euh, a encore aujourd'hui, fait encore aujourd'hui de l'unanimité. Et c'est pour ça que d'autres géographes, je pense à Guillaume Faburel, par exemple, avec qui j'ai souvent des échanges un peu houleux, que bah, il faut supprimer les villes ou se défaire des villes parce que justement, elles imposent leur impérialisme culturel à l'ensemble des autres territoires. Mais pour les premiers historiens des villes et des campagnes, eh bien, c'est vrai que la campagne, et je vais rentrer dans le détail dans quelques instants, est un lieu beaucoup plus replié sur lui-même, pour ne pas dire fermé, et donc moins ouvert aux nouveautés, à ce qui vient d'ailleurs, à ce qui renouvelle la pensée, mais aussi les formes artistiques, mais aussi les technologies, et donc que la ville est beaucoup plus dynamique que la campagne. Et c'est important, dans évidemment un exposé sur les relations ville-campagne, de voir qui a le leadership par rapport à l'autre. Alors, c'est une notion évidemment essentielle. Et en France, qui est un pays longtemps rural, plus rural que ses voisins européens, eh bien, il y a eu toute une approche assez intéressante de ce qu'on a appelé l'urbanisation des campagnes. Et là, je voudrais mentionner des auteurs qu'on a totalement oubliés, et injustement du reste, mais c'est malheureusement souvent le cas. Étienne Juillard, Juilard, est un géographe français tout à fait reconnu, bien sûr, qui a travaillé sur la porte d'Alsace, enfin bon, des monographies particulièrement bien territorialisées. Eh bien, il a aussi réfléchi à cette idée de l'urbanisation des campagnes. Et il essaie de comprendre pourquoi l'esprit des villes s'échappait des villes et allait à la conquête des territoires avoisinants, et que du coup, les campagnes tout autour de ces villes étaient à leur tour urbanisées. Parce que l'urbanisation se fait aussi dans la tête des gens, évidemment, et de ces paysans ou de ces ruraux. On va y revenir. Un autre auteur qu'on a oublié aussi, c'est Placide Rambaud. C'est un fils de paysan, il est devenu, comme beaucoup de fils de paysans de familles nombreuses et pauvres, eh bien, il est pris en charge par l'Église et il entre au séminaire, il devient prêtre, mais il deviendra surtout le sociologue du rural qu'on connaît, et qui écrit en 1969 Société rurale et urbanisation, qui est un texte magnifique. Là aussi, je remercie Gaël de m'avoir permis de le refeuilleter. Et donc, on est en 69. Son enquête date, en gros, c'est 64, 65, 66. Bon. Et qu'est-ce qu'il étudie? Ben, il étudie comment le comportement alimentaire, vestimentaire, sexuel, religieux, culturel du monde rural, eh bien, par imitation ou par fascination, s'urbanise. Alors, qu'est-ce qui apporte dans les campagnes la culture des villes? Eh bien, tout d'abord, l'école, avec les manuels scolaires.
Alors là, il rentre dans le détail. Les manuels scolaires parlent très très peu du travail rural, ne, ne mettent pas en avant la figure du laboureur ou de l'éleveur, mais au contraire de l'ouvrier d'usine, de l'ingénieur, du technicien, etc. Et puis, les catalogues de vente par correspondance. Alors on l'a oublié, mais ça avait une importance considérable. Bien sûr, le catalogue de la manufacture des cycles de Saint-Étienne, mais aussi les Trois Suisses, la Redoute, la Camif, etc. Pas la Camif, si, moi je me souviens plus. Bon, bref, partout il y avait cette, cette espèce de vente par correspondance qui permettait à des gens qui n'allaient pas dans les grands magasins de se fournir auprès de ceux-ci et donc de modifier leur, enfin leur garde-robe et d'être comme en ville. Le congélateur, il fait tout un chapitre sur le congélateur qui modifie les modes de consommation et de conservation. Le tourisme, évidemment, tout d'un coup arrive, surtout dans les stations de sport d'hiver, arrivent des populations citadines, euh, alors je caricature un peu, très branchées, etc. Et là, bon, il y a un agriculteur qui, l'hiver, est moniteur de ski, bah, qui découvre des hommes et des femmes habillés autrement, avec un autre vocabulaire, avec d'autres loisirs le soir, etc. Et donc ça modifie un peu aussi sa perception des choses et sa manière de se situer dans le monde. Et puis, dernier point qui perdure aujourd'hui, un exode urbain, très limité, certes, mais qui joue un rôle important parce que tout d'un coup, ces gens venus des villes, soit des retraités, soit des télétravailleurs, comme on dirait aujourd'hui, eh bien, quand ils s'installent dans ces petites villes, participent à la vie politique et souvent deviennent maires. Et donc là, ça modifie aussi la manière d'être dans ces territoires. Alors, je précise que campagne vient du latin campagna, N-I-A, qui signifie plaine, champ. Et, et l'archétype de la campagne, c'est la Beauce. Voilà, c'est un terrain excessivement plat, sans aspérité, sans haies, sans arbres, enfin voilà, super pour le productivisme absolu. Et puis, il faut distinguer campagna en latin de campagna, G-N-A, qui là désigne un terrain d'opération militaire. Alors, vous savez qu'en français, il y a plein d'expressions sur se mettre en campagne, plan de campagne, etc. Bon, donc il y a bien un vocabulaire militaire, bien souvent conquérant, et de l'autre côté, un vocabulaire plus comment dirais-je, local, enfin, rupestre, j'allais dire rural, mais rural, oui, mais rural, c'est un mot aussi qui est compliqué parce que le mot rural vient du latin ruralis, qui signifie des champs, tout simplement, comme urbain voulait dire des villes. Et ce mot ruralis a une racine indo-européenne qui est russe, qu'on va retrouver dans l'allemand Rome et qu'on va retrouver dans l'anglais room. Donc la pièce ou l'endroit, comme vous le savez. Et donc ça désigne bien à ce moment-là ça circonscrit une réalité territoriale particulière. Et rustre et rustique, évidemment, ont une connotation péjorative dans notre vocabulaire. Ça m'a rappelé une soutenance de thèse il y a déjà au siècle dernier sur les mots pour désigner les paysans, les mots que les citadins utilisaient pour désigner des paysans, pécor, pecno, cutéreux, etc. Et ceci, dans cette thèse, que je n'ai pas retrouvée dans ma bibliothèque, mais je m'en souviens encore, existait dans la plupart des langues orales africaines. C'était une thèse sur le vocabulaire du paysan dans les villes africaines. Et c'était passionnant parce que cet aspect péjoratif, finalement, euh, alors, et même plusieurs membres du jury qui maîtrisaient d'autres langues que les langues africaines disaient ben, c'est pareil en chinois, c'est pareil en russe, etc. Et donc il y a bien là un jeu de territoire qui passe par l'appréciation langagière. Alors, je reviens aux villes parce que je vois que l'heure avance et il faut que j'en arrive, j'allais dire, au cœur même de mon exposé.
Donc on a des campagnes, vous avez compris, on a des villes qui sont de taille modeste, et puis à un moment donné, pour des motifs que je vais essayer d'expliciter, eh bien, ces villes vont connaître un développement assez impressionnant. Et dans toute l'histoire des villes à l'échelle planétaire, quatre agglomérations ont, avant 1800, avoisiné le million d'habitants. Ce sont par ordre chronologique Rome, Constantinople, Bagdad et Xi'an, en Chine. Et ce qui est étonnant, c'est que ces quatre villes-là qui ont eu 1 million et parfois plus, le débat est ouvert pour Rome. Hein, j'ai lu énormément sur cette question. Il y a des historiens qui disent Rome a eu 2 millions d'habitants. Bon, d'autres plus prudents disent bon, entre 1 million et 2, on va dire que Rome avait 1,5 million. Bon, bon, c'est-à-dire beaucoup par rapport aux autres, et pour un empire qui est absolument gigantesque, vous le savez, géographiquement parlant. Et comment on mesure la population d'une ville comme Rome? Eh bien, on a les registres. C'est ça l'écriture dont je vous parlais tout à l'heure, de la comptabilité portuaire. On a les registres de tout le blé qui était importé d'Égypte. Et donc, quand on a le tonnage en blé, on le traduit en nombre de pains, et le nombre de pains, on le traduit en nombre d'habitants. Hein, parce que c'est la ration alimentaire, et voilà, on considère qu'un être humain mange, par exemple, 2 pains par jour. Bon, bah, si on en fabrique tant, ça fait tant de millions ou tant de mille d'habitants sur cette place. Mais ce qui est important, c'est pas ça, c'est que ces quatre grandes villes vont décliner, et vont décliner parfois de manière assez impressionnante. Ce qui est contraire à notre vision des choses aujourd'hui. Aujourd'hui, on considère que toutes les villes sont appelées à grossir, et c'est même le signe de leur bonne santé. Plus une ville, c'est vrai, il y a toujours, on alerte, on est inquiet. Ah, Paris a perdu des habitants, c'est une catastrophe. Ah, par contre, alors là, Shanghai, New York, toutes ces villes croissent, c'est super. Alors, j'ai écrit un livre sur mesure et démesure des villes, donc j'ai regardé ça assez en détail, et je me suis aperçu qu'en 1900, il y avait 11 villes millionnaires au monde, en 1960, 166, en 2015, 545, et en 2030, il y en aura certainement 730 mégalopoles, parce qu'il faut bien les distinguer des autres. Ce sont des mégalopoles multimillionnaires. Alors, ce qui me permet de dire que le processus d'urbanisation à l'échelle planétaire depuis un siècle et demi se traduit par au moins 5 modalités. La création des mégalopoles, sont des villes gigantesques, gigantesques en population, mais aussi en superficie, des villes qui sont Paris serait presque un contre-exemple parce que Paris est tout petit, on peut le traverser à pied en quelques heures, ce n'est pas un problème, mais prenez Los Angeles, c'est aussi grand que la Belgique. Donc ça fait quand même des villes absolument incroyablement étendues. Eh bien, ces mégalopoles, c'est pour les Nations Unies et son officine spécialisée sur la question du logement du plus grand nombre, qu'on appelle Habitat, qui est localisé à Nairobi, et qui organise tous les 20 ans un grand rassemblement, depuis celui de Vancouver en 1976, suivi par celui d'Istanbul en 1996, puis par celui de Quito en 2016, qui a réuni les architectes, les urbanistes, les experts, les élus, etc., sur la question urbaine. Eh bien, l'idéologie dominante dans cette officine, c'est plus une ville est grosse, mieux c'est. Une espèce de fascination pour le big is beautiful. Donc, il y a des mégalopoles. Deuxième forme de l'urbanisation planétaire, très importante dans les relations ville-campagne, les bidonvilles. La bidonvillisation est énorme. J'ai publié il y a 2 ans un petit livre qui s'appelle Les bidonvilles, justement, où je faisais une sorte de tour du monde des bidonvilles, en mobilisant la littérature, parce qu'il y a énormément de romans, mais aussi des raps, aussi des slams, sur la question bidonvilloise. Eh bien, 1 milliard, 1,5 milliard peut-être de bidonvilloises et bidonvillois au monde, avec des formes urbaines où la nature est pratiquement exclue. Il y a très peu de petits jardins, il y a parfois un petit élevage de volailles, parfois un cochon, parfois un mouton, etc. Ça dépend des bidonvilles, mais ce n'est pas comme ce fut au départ un morceau de rural dans l'urbain. Là, on est dans quelque chose de complètement contraint.
Alors, mégalopole, bidonville, les villes globales, qui sont une poignée de villes du capitalisme financiarisé planétaire, les gated communities, sur lequel j'insiste beaucoup et c'est rarement entendu, c'est le premier produit immobilier au monde. C'est quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête, hein. C'est-à-dire le fait que dans des villes comme Nantes, Bergerac, Dijon, Marseille, Toulouse, et puis évidemment dans toutes les grandes villes du monde, il y a des gated communities, c'est-à-dire des enclaves résidentielles sécurisées. C'est-à-dire le fait qu'une population d'une certaine homogénéité sociale et culturelle, s'isole ou se replie chez elle dans un ensemble vidéosurveillé, vigilisé, pitbullisé, etc. Donc c'est évidemment pour moi quelque chose d'important au moment même où on dit que l'esprit de la ville, c'est l'ouverture, l'accueil, la circulation, de la diversité. Là, on est au contraire dans quelque chose qui se ferme. Et évidemment, c'est métaphoriquement, c'est important parce que si la ville était enceinte d'une fortification au Moyen Âge ou même avant, eh bien aujourd'hui, les fortifications, les enceintes sont à l'intérieur même de la ville. C'est-à-dire c'est une ville qui connaît ses enfermements dans sa propre logique. Un sociologue avait récemment démontré qu'il y a 1500 pardon, 1500 voies privées à Marseille, ce qui est conséquent. Il faut peut-être que j'allume une lumière, hein. Voilà. Je suis en Normandie, mais il y a l'électricité. Donc, donc je peux allumer cette lumière. Donc, mégalopole, bidonville, gated community, ville globale, et puis évidemment, les villes. Les villes, petites ou moyennes, selon évidemment les États. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse au moment où je vous parle, c'est de voir que il y a eu, alors je vais y aller au pas de course parce que là j'avais préparé mon exposé qui n'a jamais été vraiment fait. Euh, bon, comment vous le dire, j'ai essayé de comprendre pourquoi, à un moment donné, euh, des théoriciens, des observateurs ont considéré que les villes étaient en voie de disparition et les campagnes aussi, et que les villes et les campagnes étaient submergées par quelque chose qu'ils ont appelé l'urbain. Alors ça, c'est important, évidemment. Euh, je vais le faire vite parce que le but de cette séance, c'est que vous puissiez discuter, réagir, contester, apporter d'autres éléments ou éventuellement demander des précisions. Bon, je vais aller au pas de course. Euh, pour la France, trois auteurs essentiels sur cette question de l'urbain. Trois auteurs qui ne, ne se font pas référence les uns aux autres non plus. Alors on a l'impression qu'ils ont inventé ça tout seuls dans leur coin, pratiquement au même moment, d'une certaine manière. Donc le premier, c'est Henri Lefebvre, c'est un philosophe marxiste, comme vous le savez, hegelien, qui en 1970 publie un tout petit livre qui s'appelle La Révolution urbaine, et qui, comme il est hegelien, il joue sur les contradictions. Et donc, il y a des villes qui s'opposent aux campagnes, et la résolution de cette contradiction, c'est l'émergence d'un troisième terme, qui est l'urbain. Donc, c'est pour ça qu'il appelle ça la révolution urbaine. Et il essaie d'expliquer que il avait déjà publié un recueil d'articles sous le titre de, du rural à l'urbain. Bon, et donc on voyait bien qu'il avait compris qu'il se passait quelque chose d'important. Si je prends une minute peut-être quand même sur lui, parce qu'il se trouve que j'ai eu la chance de le questionner à plusieurs reprises, Henri Lefebvre, il avait été un peu mandaté par le Parti communiste, il était un des intellectuels les plus renommés du parti dans les années 50, et il est mandaté pour réfléchir sur les révolutions agricoles, les réformes agraires qu'il faudrait mettre en place partout à l'échelle mondiale. C'est aussi le moment de la décolonisation. C'est le moment où l'Inde devient indépendante, la Chine devient indépendante, la plupart des pays sud-américains le deviennent, et bien souvent ils sont portés au pouvoir par les classes, la population la plus importante, qui est rurale, qui est agricole, et qui réclame une réforme agraire. Donc Henri Lefebvre travaille sur la sociologie rurale, qui est quelque chose qui commence à prendre en France. Et puis, ce faisant, il s'aperçoit que
Il se trompe que les foyers de transformation sociale, politique, culturelle, économique, ce sont la ville, ce sont les villes et non pas les campagnes. Et donc, du coup, il change, j'allais dire, son orientation et il se met à travailler sur le droit à la ville, sur la production de l'espace. Enfin, il a fait six ouvrages sur les questions urbaines entre 1967 à 1974. Eh bien, il n'a pas été suivi. On a continué à considérer que le monde rural jouait un rôle encore important. Et lui disait non, le monde rural lui-même est entièrement, comment dirais-je, contrarié par le développement de la société urbaine. Donc, en 1970, dans la révolution urbaine, il dit voilà, voilà, c'est l'urbain qu'il faut étudier. Nous sommes tous des urbains. Nous ne sommes pas des paysans, nous ne sommes pas des ruraux, nous ne sommes pas des citadins, nous sommes des urbains et qu'on habite dans un petit village, un hameau, une maison isolée, ou dans une banlieue pavillonnaire, ou dans un grand ensemble, ou au cœur d'une ville historique, eh bien, nous avons les mêmes, du moins, nous avons l'aspiration au même mode de vie et au même mode de représentation du monde. Le deuxième auteur, j'accélère là, le deuxième auteur, c'est Bernard Charbonneau, qui écrit Vers la banlieue totale, dans un ouvrage intitulé La fin du paysage, publié en 1972, donc c'est presque en même temps. Pour la petite histoire, ils sont voisins, enfin la maison de campagne de Lefebvre est à Navarinx, dans le Béarn, et donc il connaît très bien Charbonneau, qui habite tout à côté de Pau, et ils se voient régulièrement. Bon. Et c'est même Henri Lefebvre qui fera publier Le Jardin de Babylone, le grand livre de Bernard Charbonneau aux éditions Gallimard. Mais là, c'est autre chose. Il commente un ouvrage fait par un de ses amis qui est peintre et photographe et qui s'inspire d'une émission de télé de l'époque, La France défigurée. Et donc, il fait un livre avec des photos pour montrer avant-après. Et il montre le désastre de l'urbanisation faite n'importe comment, dans un désordre indescriptible qui vient détruire la qualité paysagère de tel et tel endroit. Et donc, il demande à Charbonneau, qui a la plume bien acérée, de faire les textes. Et ces textes-là, je les ai réunis dans un livre, il y a 2-3 ans, que j'ai appelé Vers la banlieue totale, qui est une phrase de Charbonneau. Mais le mot banlieue, comme je le disais au tout début, a un autre sens aujourd'hui qu'à l'époque. Et donc, aujourd'hui, on ne comprendrait pas cette idée-là. Mais par contre, on pourrait dire vers l'urbain total, voilà, vers l'urbain diffus et généralisé. Et donc Charbonneau dit la même chose, il dit attention, nous perdons la qualité des lieux, nous perdons la spécificité des terroirs en homogénéisant nos modes de vie et en délocalisant les formations, en délocalisant la production, en délocalisant les activités qui étaient spécifiques à tel pays plutôt qu'à tel autre pays au sens, non pas des États, hein, mais des pays qui sont des petits éléments de chaque région. Et puis, le troisième auteur, c'est une femme qui vient de mourir, qui s'appelle Françoise Choët, que j'ai eu la chance de très très bien connaître. Et Françoise Choët, qui est morte 3 mois avant son centième anniversaire, en 1994, il y a une grande exposition à Beaubourg qui s'appelle La Ville, et elle publie dans le catalogue un article qui s'appelle Le règne de l'urbain et la mort de la ville. Alors ça, c'est un titre magnifique et qui est sans appel, il n'y a pas le point d'interrogation. Elle affirme voilà, que le règne de l'urbain, on est dans quelque chose qui est généralisé. Et alors, elle se nourrit en particulier d'un auteur américain qu'elle fera traduire par la suite, qui s'appelle Melvin Weber, V-E-B-E-R, la différence de Max, le sociologue allemand. Melvin Weber est professeur d'urbanisme à Berkeley, donc à San Francisco, et il a fait des études dès la fin des années 60, des années 50, pardon, sur le téléphone, sur l'automobile, et il publie un tout petit livre en 1964 qu'elle fera traduire et qu'elle va préfacer en 1998, et donc ça prend du temps, qui s'appelle L'urbain sans lieu ni borne. Et que nous dit Melvin Weber? Il nous dit que par le téléphone et la voiture, je prends ça pour simplifier, eh bien, on facilite
les sociabilités et les formes d'urbanité indépendamment du contexte urbain, au sens dense. Avant, pour qu'il y ait de l'urbanité, il fallait qu'il y ait une ville dense. Et maintenant, avec l'automobile et le téléphone qui déréalisent nos rapports, eh bien, nous pouvons produire de l'urbanité en maintenant des relations téléphoniques avec nos amis, avec notre réseau. Alors aujourd'hui, c'est encore plus évident avec le réseautage interneté, mais à l'époque, c'était déjà une très belle remarque de l'avoir constaté, et que par l'automobile, eh bien, je pouvais transporter mon urbanité avec moi. Et donc, on a ce que moi j'ai appelé, dans Mesures et des mesures des villes, l'urbanisation des mœurs. C'est-à-dire que nous avons là une situation qui est excessivement intéressante à étudier parce qu'elle existe à l'échelle mondiale et je pourrais multiplier les exemples, mais au niveau alimentaire, regardez ce qu'il y a dans une assiette d'un Dakarois, d'un Kérote, etc. Ah, bien sûr, il va y avoir des aliments locaux ou culturellement associés à telle ou telle société, mais tout ça est chamboulé parce que l'agriculture productiviste et le système des échanges de l'agroalimentaire font que nous consommons principalement tous du pétrole, c'est-à-dire ce qui est indispensable au transport et à la circulation de ces marchandises. Alors, le monde rural en France aujourd'hui, c'est 490 000 exploitations, dont 60 000 seulement qui sont en bio. C'est à peu près 700 000 travailleurs, dont 43% ont plus de 55 ans. Et ces 990 000 exploitations agricoles, eh bien, ont une moyenne de 70 hectares. Alors, il y a aussi l'élevage, il ne faut pas l'oublier, que je mentionnais tout à l'heure. Nous avons 18 millions de bovins en France, 14 millions de porcins, 7 millions de vins, 1 milliard 4, 1 million, pardon, 4 de caprins, et puis 158 millions de volailles. Néanmoins, nous importons 60% des poulets. Alors, c'est quelque chose qu'un agriculteur, éleveur, qui avait un poulailler en 1980 n'aurait jamais pu imaginer. Il pensait que s'il y a deux éléments qui sont toujours produits en France, c'est les volailles, les œufs et le lait. Et maintenant, il serait excessivement peiné, j'imagine, et même scandalisé par le fait que nous importons du lait, nous importons des œufs, nous importons des volailles. Alors, ces campagnes ne sont plus des campagnes, et ça aussi c'est un point important. C'est pas facile à faire comprendre parce que combien de fois dans des conférences comme ça, des gens dans la salle disaient: «Bah, attendez, moi j'habite Marseille», enfin je disais ça à Marseille, je disais ça à Figeac, je disais ça à Bergerac. «Ah bah, attendez, non, Bergerac ça existe, c'est ma ville, moi j'y suis bien, il se passe plein de choses, Marseille pareil, et cetera». Bon, non, je comprends bien que c'est difficile à admettre que l'esprit des villes a disparu. Ça ne veut pas dire que la, la configuration de ce qu'on appelle Toulouse ou de ce qu'on appelle Bordeaux n'existe plus. Mais ce qui a changé, c'est que les relations entre Bordeaux, Toulouse et son interland autour, c'est-à-dire les campagnes avoisinantes, ont totalement été perturbées par justement ce vaste monopoly euh, territorial à l'échelle planétaire qui fait qu'il y a une redistribution des cartes au sens des cartographies, hein, une redistribution des cartes qui est évidemment excessivement importante et qui doit nous inciter à les étudier plus précisément. C'est ce que j'ai fait du reste dans mon dernier livre qui est paru il y a quelques jours, qui s'appelle L'amour des lieux, où je fais l'histoire de la topophilie, de la topophobie et du topocide. Et je m'aperçois qu'il y a effectivement des terres qui sont achetées massivement par des États, des terres d'un État qui sont achetées par un autre État qui est parfois très très éloigné. Je pense à la Chine qui achète énormément de milliers d'hectares en Érythrée et en Éthiopie. C'est quelque chose qui, pour l'instant, nous échappe un peu parce qu'on ne voit pas ça de très près.
mais c'est une modification du rapport au lieu, évidemment. Alors, comment faire? Oui, là, je saute plein de choses que j'avais en tête. Oui, alors sur la taille des villes, bon, dans Mesures et des mesures des villes, qui est là, je raconte l'histoire des statistiques entre rural et urbain. Il y a à peu près un siècle de débat en France pour savoir quelle est la population d'une ville. Qu'est-ce qui caractérise démographiquement une ville? Et donc, ça prend un siècle et ça aboutit à une décision en 1846 où l'on considère que la ville, c'est 2000 habitants et au-delà. Et qu'avec 2000 habitants, eh bien, on a une ville, c'est-à-dire qu'on a un apothicaire, un médecin, un notaire, un avocat, un instituteur, un boulanger. C'est-à-dire qu'on a tout ce qu'il faut pour une vie d'une communauté importante, avec 2000 habitants. Aujourd'hui, nous avons, parmi les 36 000 communes en France, une majorité de communes qui n'ont pas 2000 habitants. Et ceux et celles qui ont 2000 habitants ou plus n'ont plus du tout de médecins, n'ont plus d'avocats, n'ont plus de boulangers, n'ont plus, etc., etc. Donc on voit bien que la signification du mot village ou du mot ville ou petite ville a considérablement été perturbée par ce que moi j'ai appelé, enfin, à la suite d'autres évidemment, le productivisme. Et donc, je voulais, mais alors là, je ne sais pas, Gaël, si je continue ou. Bon, Oh bah oui, d'accord. oui, si vous voulez conclure justement, Ah peut-être bah, je avant. conclus. Alors, oui, alors ma Ouais, conclusion, ben voilà, c'est donc je reprenais plein de choses à l'échelle, encore une fois, mondiale, en particulier euh, comment pour corriger ou répondre à, à cette difficulté de trouver dans les lieux de résidence euh, quelque chose qui s'apparenterait à de la ville. Eh bien, un sociologue américain, Ray Oldenburg, a, en 1989, inventé la notion de tiers-lieu. C'est-à-dire qu'il disait dans un livre qui s'appelle The Great Good Place, hein, les grandes bonnes places, les bons emplacements, si vous voulez, il disait, voilà, nous vivons dans la suburb, des pavillonnaires, et puis voilà, chacun rentre chez soi, met sa bagnole devant sa maison, et puis c'est tout. Donc il a deux lieux, sa maison, et puis son lieu de travail. Et il dit, il lui manque un lieu de sociabilité. Et donc, il observe comme ça que une petite librairie, un café, un salon de coiffure, eh bien, vont voir une population s'y attarder et se socialiser, et puis parler, converser, etc. Et donc, il va appeler ça des tiers-lieux. Bon, c'est loin de la manière dont en France, on a institutionnalisé des tiers-lieux qui sont subventionnés par des communes ou par l'État. Non, non, là, c'est quelque chose qui se crée spontanément, qui est assez fragile, hein, qui peut disparaître assez vite, et qui tient à une sorte de dynamique entre quelques personnes. Là, là où je réside maintenant, j'ai quitté la banlieue parisienne il y a déjà 2 ans et demi pour un tout petit village en Normandie. Bah, j'ai mis en place des conversations philosophiques le, le premier mardi de chaque mois chez le caviste, qui est une caviste du reste. Et, eh bien, il y a 30 à 40 personnes qui viennent régulièrement discuter d'un thème. Alors, on me donne le sujet avant, je dois le traiter, puis après on discute en buvant évidemment un petit peu. Euh, et je m'aperçois que c'est un tiers-lieu au sens de Ray Oldenburg. C'est-à-dire que c'est vraiment un lieu où l'on vient pour croiser d'autres gens, hein, pour créer une sorte de socialisation, si vous voulez. Et alors ça, c'est important. Et donc, du coup, je voulais voir comment, si les petits villages sont des villages dortoirs, si les banlieues pavillonnaires ne sont pas non plus très, très réjouissantes, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse? Et c'est là où je voulais conclure, enfin, en essayant de. Et là, je n'ai pas le temps, je vais lister, c'est plus simple. Je voulais conclure en réexaminant les propositions de l'Association des maires ruraux de France
qui, en 1971, se crée contre la loi Marcellin, qui était celle qui voulait multiplier les fusions entre les regroupements des communes. Et puis qui publie des états généraux de la ruralité en 2016, donc je l'ai relu, enfin je voulais qu'on en parle ensemble, bon, les opérations cœur de ville, voir un petit peu ce qu'on devait en penser, et puis réfléchir sur une notion que j'aime beaucoup, qui est celle de biorégion. Et donc, je fais l'historique dans l'amour des lieux, j'en fais un historique le plus précis possible, parce qu'il y a un versant californien et un versant italien avec la Société des territorialistes de mon ami Alberto Magnaghi, qui malheureusement est décédé en 2023. Et donc, j'essayais de voir comment ces recompositions-là pouvaient être des éléments de réponse contre des rapports de pouvoir entre ville et campagne, pour pouvoir dire que ce n'est plus la compétition qui l'emporte ou la subordination, mais la coopération. Alors ça, c'est évidemment pas simple. Et puis c'est aussi pour réfléchir à la place du non-humain et de l'humain dans cette nouvelle configuration. Et ma conclusion philosophique, elle tient en quelque chose de très compliqué. J'ai même un peu honte de le dire un peu brutalement, mais bon, il faudrait plusieurs heures pour rentrer dans le détail. Je crois, ça relève d'une conviction personnelle, je ne le démontre pas. Je crois que ce qu'il nous faut, à nous, êtres humains, euh, qui sommes relationnels, situationnels et sensoriels, je pense que ce qu'il nous faut, c'est construire notre demeure terrestre. Et que celle-ci, pour avoir la plus grande habitabilité possible, doit sans cesse combiner temporalité et territorialité de nos existences. Voilà, je m'arrête là. Ah, merci Thierry Paco. Grand merci. Grand merci. Alors moi, j'aurais des questions, mais je vois qu'il y en a déjà une en fait que je vais vous lire. Isabelle vous demande, Thierry, qu'est-ce qui définit la ville globale? Alors, la ville globale, c'est une notion qui a été, je ne rentre pas dans la préhistoire, cette notion, mais elle a été associée à la publication d'un livre d'une sociologue américaine, Saskia Sassen, en 1991, qui s'appelle La ville globale. Et le sous-titre, c'est New York, Londres, Tokyo. Donc, il y en a trois à l'époque. Et la ville globale, pour elle, ce sont trois villes qui sont dénationalisées. C'est un mot très compliqué, parce qu'en français, ça n'a pas le même sens que l'anglais. Ça veut dire que ces trois villes-là sont des villes qui ne sont plus liées directement à leur État-nation, donc les Mhm. États-Unis, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni et le Japon, mais qu'elles vivent dans leur propre dynamique, qui est une dimension planétaire et qui est donc globale. Et ces villes globales, c'est des villes qui sont dotées de laboratoires de recherche les plus performants, de cabinets d'avocats les plus performants, de cabinets comptables, enfin toujours le plus performant, des hôpitaux les plus performants, bon, etc. Et donc, c'est ceux qui vont impulser une dynamique globale à tout l'ensemble des autres villes. Et depuis, Saskia Sassen a réédité son livre, et puis de trois villes globales, elle en arrive à 7 ou 8. Alors, j'ai remarqué que ça dépendait un peu des lieux où elle parlait, mais bon, parce qu'elle ne voulait peut-être pas faire de peine à ceux qui l'invitaient, donc elle les rajoutait dans la liste. Mais non, non, ça c'est un peu méchant. Mais c'est vrai que Shanghai, par exemple, pour elle, c'est une ville globale. Vraisemblablement, euh, Miami aussi peut-être a des aspects de ville globale, Sao Paulo, Shanghai, je l'ai dit. Bon, voilà, donc Francfort, voilà, donc il y a des villes comme ça qui ont ces qualités d'avoir à la fois une espèce de sociologie avec des classes sociales globalisées, donc ceux qui sont nos milliardaires à nous, qui possèdent les usines et qui vont de là à là et qui sont partout chez eux, et en étant finalement nulle part non plus. Mais enfin, ça, c'est autre chose. Et puis, euh, la capacité de mobiliser tout un personnel de service, ceux qui travaillent
dans les soutes des grandes villes 24 heures sur 24. Et pour ça, il faut aussi qu'il y ait une élasticité du marché du travail qui permette de pouvoir employer ces gens sans aucune difficulté. Alors, dans le cas français, c'est plus compliqué qu'à Londres, on le sait très bien, hein, donc parce qu'il y a une réglementation sociale un peu plus stricte, voilà. Donc Paris n'est pas une enfin, pour moi, Paris n'est pas une ville globale parce que, elle est encore trop, franchouillarde. Elle est pas assez, hem, Cosmopolite. Oui. hein, donc les villes globales, c'est ça. Et Saskia Sassen, a a écrit, pour montrer que elle a écrit un autre livre qui est très, très puissant, qui s'appelle Expulsion, où elle remarque que la question n'est plus celle des migrations à l'échelle planétaire de populations de travailleurs immigrés, mais qu'aujourd'hui, ce qui caractérise la violence du monde dans lequel on est, c'est qu'on est expulsé. On est Mmh. expulsé par une guerre, par une épidémie, par une religion, on est expulsé par un régime politique, etc. Bon. Donc, on est dans un tout autre système d'interrelation intercontinentale, ce qui n'est pas Merci. réjouissant. Mmh. Non, on Oui, est parce que bien dans les d'accord. expulsions, il y a aussi toutes les expulsions climatiques. Ah oui, Émilie vous félicite. On aimerait pouvoir applaudir. Merci, monsieur, mais Émilie, n'hésitez pas à applaudir. Merci. Émilie, de même, avec beaucoup d'humour. Peut-être qu'Émilie, vous êtes en Normandie, je me souvenais plus. Quel escaviste normand dans lequel on Ah bah peut ça, vous je peux le retrouver? dire. C'est un tout petit village qui s'appelle Gonneville-la-Mallet. Gonneville-la-Mallet. Voilà, Parfait. et moi j'habite, à Sainte-Marie-aux-Bosques, où il y a pas de boutique, il y a rien du tout. Enfin, j'habite dans la forêt, mais bon, c'est pour situer pour les autres, c'est à côté d'Étretat. D'accord. C'est entre Mmh. Fécamp et Le Havre, voilà. OK. Donc Belle je vous invite à région. venir le 1er mardi de chaque mois. Donc mardi prochain, je vais parler, voilà, de cette question, de la, de la délocalisation. Très bien. Émilie, le rendez-vous est pris. Je me souviens plus si vous êtes en Normandie ou pas et si vous l'avez signalé. Dominique, alors là, c'est une question, Thierry. Que pensez-vous de ce qui se passe en ce moment sur le fait qu'il ne faille plus que les villes s'étalent? Va-t-on vers des villes verticales plutôt qu'horizontales? Alors ma réponse est, que la ville verticale est, inurbaine. Mmh. J'ai écrit un livre qui s'appelle, La folie des hauteurs, qui était contre, qui est du reste la seule histoire en français du gratte-ciel. Donc j'en fais l'historique, j'essaie de voir d'où ça vient. C'est le gratte-ciel est lié à la spéculation foncière et immobilière, heu, à Chicago comme à New York, bon, et à Paris, c'est pareil. Donc du coup, c'est inurbain. Je ne pense pas, contrairement à ce que Jean Nouvel m'avait dit dans une démission de télévision, on était «opposés» entre guillemets, lui qui fait des gratte-ciel, il m'avait expliqué que le nouvel, espace public, c'était l'ascenseur. Alors, j'avais éclaté de rire parce que je voulais rester poli, mais c'est idiot évidemment. Heu et du reste, je constate les rares fois où je prends l'ascenseur, moi je dis «bonjour» et c'est rare qu'on me réponde. Les gens regardent leur téléphone portable, alors moi j'en ai pas, donc du coup je suis plutôt incité à regarder les gens qui sont là dans l'ascenseur avec moi, mais et lui et trouvait génial de pouvoir, aller prendre un café au 12e étage, d'aller se baigner au moins 40e étage et d'aller, rencontrer des amis au 122e étage. Non, hem quand j'ai publié ce livre, immédiatement, j'ai été attaqué par des journalistes qui m'ont dit: «Ah, vous êtes contre la densité urbaine et les gratte-ciel, vous êtes donc pour l'étalement urbain». Or, dans mon livre, j'explique que l'étalement urbain, l'autoroute urbaine, le centre commercial et le gratte-ciel appartiennent à la même logique urbaine. Donc, je suis un défenseur de la maison individuelle. Aussi, pas comme évidemment, et des immeubles vont très bien aussi, mais je ne suis pas contre cette ministre dont j'ai oublié le nom, qui avait stigmatisé les pavillons, les maisons individuelles, parce que je pense, et je l'observe autour de moi, que le jardin potager est le premier éco-geste que nous pouvons faire. Mmh. Mmh. Alors maintenant, évidemment, il y a aussi la solitude des trampolines. Mmh. Je les observe aussi, ils sont tout seuls sur des jardins, posés là, je suis très triste pour eux.
Je leur dis un petit mot gentil quand je passe devant, parce qu'il y a pas d'enfants qui sautillent, il y a rien du tout. Bon, mais là, c'est autre chose. Mais c'est pour dire que c'est jamais simple et effectivement, le tissu pavillonnaire, la question fondamentale, en fait, il y a beaucoup d'architectes, vous m'avez dit, présents ce soir. La question fondamentale, c'est que Ouais, on n'a pas su, mais on a des exemples, heureusement, on n'a pas su faire ville avec des maisons individuelles. On peut le faire. Jean-Carlo De Carlo l'a fait, Philippe Madec a essayé, Lucien Kroll l'a fait, etc. Bon, on peut réussir à faire des. Il y a Simon Tessou, qui a été le Grand Prix de oui, l'urbanisme en 2023, qui s'est installé dans le Cantal, bon, avec qui j'ai discuté et qui m'expliquait ça précisément. Il ne faut pas mettre éparpiller les maisons. Il faut les regrouper dans quelque chose qui fasse petite communauté et où on peut accéder à l'école à pied, etc., avec des cheminements qui sont derrière les maisons, par exemple, comme Gaston Bardel avait fait pour l'Heureux, à côté de Rennes, il y a très très longtemps. je connais pas l'heureux. Absolument non, mais moi là je ne l'ai pas fait, mais on peut recenser tout ce que vous avez évoqué, effectivement, Mmh, heu, tout ce qui est, jardin partagé d'un côté, habitat autogéré de l'autre et cetera. Il y a plein d'expérimentations en France, ouais, heu et je pense que alors les fédérés n'a pas de sens non plus parce que ça va les institutionnaliser et donc ouais, vraisemblablement leur faire perdre leur qualité, essentielle qui est celle de la démocratie, directe et donc, on va bureaucratiser tout ça, donc il faut faire très, très attention. Il faut donc protéger ces expérimentations, ces alternatives qui sont tout à fait passionnantes et ceci existe aussi dans les pays voisins. Donc, bon, mais moi j'avais lancé cette idée dans un de mes livres alors, on me l'avait reproché parce que ça faisait un peu une sainte trinité. Mais je disais voilà, c'est, le cas par cas, le sur mesure et le faire mmh, avec les habitants et le vivant. mmh, Voilà. mmh, Ça paraît simple, mais et je l'avais constaté pour, les cours Oasis, par exemple. Vous savez, j'ai beaucoup réfléchi sur les enfants dans la ville, ces grands oubliés et donc je suis très souvent sollicité pour, présenter mon livre, la Pays de l'enfance, où je revisitais toutes les pédagogies nouvelles qui sont centenaires, enfin bon, et cetera et je me suis aperçu qu'il y avait des officines, qui avaient, bien joué, c'est-à-dire qui vendaient la même cour Oasis à Perpignan ou à Strasbourg. Non, oui, tout à fait. non. Approche par le Il terrain, faut ouais. voilà, il faut le cas par cas, le sur mesure et le faire avec les habitants et le vivant et donc dans ce cas-là, eh bien, on maintient une diversité qui va à l'encontre de l'homogénéisation des territoires et des c'est vrai que, bon, donnant beaucoup de conférences, souvent j'arrive dans une gare, Rennes, Nantes, Lille, que des immeubles, vitrés et aux alentours, les mêmes enseignes Mmh, et donc je me dis: «Ça a perdu un cachet, ça a perdu quelque chose qui existait avant». Alors mmh, pourquoi? Comment? Bon évidemment, bon bien sûr, il y a le coût économique, mais heu, il y a très, très longtemps, j'ai écrit un tout petit bouquin qui s'appelle «L'Ami Livre», qui est une histoire des librairies d'occasion. Et bien, je l'ai refeuilleté l'autre jour, tous les exemples que je donnais n'existent plus parce que le loyer était tellement élevé que toutes ces librairies ont fermé, ouais, toutes. Alors alors on va dire: «Bon, on s'en fout, bon, des livres d'occasion», mais non, on s'en fout pas, c'est aussi, une circulation, moi j'appelle ça une circulation d'amis et de rêves. Tout d'un coup, mmh, par hasard, dans une boîte qui est sur le trottoir, on prend un bouquin parce que le titre nous plaît ou et puis hop, c'est un mmh, enchantement. mmh, tout à fait. Mais bah, oui, oui, même quand on traverse les frontières, hein, on retrouve les mêmes lieux. Ce sont des non-lieux d'ailleurs, ouais, Voilà. effectivement. Bon, comment lutter contre les non-lieux? Alors je regarde Thierry parce qu'il y a, hop, Dominique, c'est bon, on a répondu à votre question. Parfait. Spectateur anonyme, une question. En France, la métropolisation ne nous dirige-t-elle pas plutôt vers la marginalisation des territoires ruraux, réduits à des espaces de service pour les villes? Je peux relire, hein, Thierry. Non, non, c'est très bien, je suis Ouais, entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord. Du reste, je m'étais opposé à la métropolisation qui était, il ne faut pas l'oublier, le deuxième volet d'une politique,
qui a réduit le nombre des régions métropolitaines à 13. Ça, c'était Mmh. le premier mouvement sous Hollande. C'était ça le paradoxe. Et le deuxième volet, c'était la métropolisation, c'est-à-dire la réduction du nombre de villes et de villages. Et ça, je suis contre. Je pense que c'est un atout pour nous, par rapport à nos voisins européens, d'avoir 35 000 ou 34 000 communes. Alors maintenant qu'on modifie les prérogatives des élus, qu'on modifie même le système électoral dans des petits bourgs de 152 votants, oui, pourquoi pas. Mais tout ça doit résulter d'une discussion d'états généraux de nos territoires. Et donc ça, c'est très très important. Je pense que il ne faut pas les minoriser, les marginaliser. La question est très bien formulée. La métropolisation, c'est encore une fois un pouvoir qui est donné au plus gros, qui va imposer sa conception. Bon, moi, je le vois là où je suis, des élus de toutes petites petits, c'est même pas des villes, de petits bourgs, bah, se sentent totalement subordonnés à la ville-centre qui est Le Havre et à son maire qui a des ambitions nationales. Et donc, du coup, bah, la répartition budgétaire, etc., euh, ne résulte pas d'un véritable débat, mais quelque chose qui est imposé parce que c'est le plus gros qui l'emporte, quoi. Thierry, il n'y a plus de questions. On va s'arrêter là. On va se saluer. Entendu. Bah, merci et bonne soirée à toutes et tous et au Ouais, revoir. merci à vous. Un grand merci à vous. Un grand merci. Et à Au très revoir. bientôt. Merci.